Bonsoir, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Nouveau numéro de 90 minutes d'Eon Lonato, l'émission qui vous tient en haleine tous les lundis à partir de 19h30 et qui débriefe sur le championnat de première division togolaise. Et comme à l'accoutumée, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de 3 invités. Il est avec moi le plus Jacques de tous les journalistes ou le plus journaliste de tous les Jacques. Jacques Bekemsi, bonsoir, comment vous allez? Bonsoir, merci à vous. Oui, le seul Jacques autour du plateau. D'accord, super. Alors, lui, les chiffres n'ont plus aucun secret pour lui. Je pense qu'il est avec nous, Donaldo Basinga. Bonsoir. Bonsoir, ma très chère Gloria. Recevez mes chaleurissimes salutations. C'est un plaisir monstre d'être encore une fois sur ce plateau, entouré de 2 illustres célébrités. Et sûrement, on parle du second illustre, ça veut dire bien sûr que c'est Olivier Correda qui est avec nous, le grand consultant. Bonsoir. Toute ma gratitude à Donaldo et puis au fils du DG, Jacques. Et bonsoir à tous les téléspectateurs. Super, alors je vous invite, vous et les téléspectateurs à la maison, de suivre et découvrir ensemble les sujets qui vont meubler cette émission. Deuxième match perdu consécutivement par le Tam-Tam parlant, malheureusement sur tapis vert. Heureux gagnant de cette 13e journée, c'est bien le FC Espoir de Zio qui se propulse à la 4e place du classement avec les 3 précieux points. Pas très reluisant pour le champion en titre qui s'en sort une fois encore avec un match nul face à Tambo de Dacha. Au micro de Nio TV, Amani Yao fait une analyse de sa rencontre. Avec la Lonato, passez de bons moments foot avec le championnat D1 Lonato. Lonato, acteur majeur du développement du football togolais. Aucun but n'a été enregistré lors de cette 13e journée entre les Candona de la Cosa et les Flèches Pimentées. Même la période ou la périodité de ce match à domicile n'a pas suffi vraiment aux Candona pour prendre les 3 points, histoire de bien clôturer la mi-saison. Ça veut dire que ça devient un peu difficile pour Asco de Kara. Je commence par vous. Oui, ça devient assez compliqué pour l'Asco de Kara, même si après avoir discuté avec les dirigeants, ils restent optimistes. Je pense que après la moitié de la saison, Asco se retrouve dans les méandres du championnat togolais, ce qu'on a rarement vu dans ce championnat depuis au moins 5 saisons déjà. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a un réel problème. L'efficacité n'y est pas du tout du côté d'Asco de Kara. La preuve, on a vu les occasions qu'ils ont vendangées. Ouais. Et après, il faut qu'on se pose les bonnes questions parce qu'on est à la trêve. Ils vont se poser les bonnes questions. Ils n'ont pas bien démarré le championnat, ça c'est clair, parce qu'ils avaient beaucoup de joueurs qui étaient appelés du côté de l'équipe nationale pour les éliminatoires du CHAN. Après, leur retour n'a pas suffi pour engranger cette victoire, ou plutôt cette bonne dynamique-là. Donc, Asco est resté sur beaucoup de matchs nuls. Et on s'attendait, après ce petit réveil, on s'attendait à ce que les démons partent et que Asco puisse renouer avec de très belles victoires. Malheureusement, face à l'AS Tambo, ils n'ont pas su faire le job. Et comme je l'ai dit, la trêve est arrivée au bon moment. Ils ont été sauvés par le gang. Ils vont se poser les bonnes questions et trouver les bonnes réponses pour la suite. On verra bien après cette trêve-là. Mais en attendant, dans cette rencontre, qu'est-ce que vous dans le jeu de Asco, qu'est-ce que vous voyez qu'ils devaient normalement faire et qu'ils n'ont pas vraiment fait dans cette rencontre pour histoire de prendre les 3 points face à Tambo puisqu'ils étaient à domicile? Marquer, tout simplement, ils n'ont pas réussi à marquer. Ces 2 équipes, on va les appeler messieurs match nul parce que c'est les 2 équipes qui ont réalisé le plus de matchs nuls cette saison. 9 pour Asco, 7 pour Tambo de Dacha. On pouvait s'attendre à ce match nul. J'aurais pu penser que Tambo de Dacha aurait pu profiter de sa fraîcheur physique parce que lors de la précédente journée, ils n'ont pas joué. Ils ont profité du tapis vert de Doubé de Mango. Ils auraient pu profiter sur ça. Non, bien sûr. Mais voilà, ils auraient pu profiter parce que Asco a joué le week-end. Donc voilà, physiquement, ils auraient pu profiter, mais ça n'a pas été le cas. Ils n'ont pas réussi à marquer. Aucune des 2 équipes n'a réussi à marquer. Malheureusement, ça stagne pour les 2 équipes. Tambo qui se retrouve à la 10e place et Asco de Kara non plus qui n'avance pas. Voilà, c'est un match nul mérité. Ils n'ont pas réussi à trouver le chemin des filets, tout simplement. Alors, l'analyse d'Amani après cette ultime rencontre de la phase aller, on va l'écouter.
On allait dire un match nul encore, donc c'est plus 3 points de perdu qu'un point de pris. Sur le contenu, je n'ai pas grand-chose à dire. Et puis sur les 13 premiers matchs, il faut reconnaître qu'on a souffert de notre attaque et surtout souffert de manque d'efficacité. Vu qu'on a l'emprise sur le match, on n'arrive pas à conclure les occasions. Une attaque souffrante et une non-inefficacité pour Asco, c'est beaucoup. Hein? Oui, c'est beaucoup. Et c'est clair, cette analyse, elle est logique et je suis d'accord quand Olivier parlait d'une analyse à la fin de la phase aller. Quand vous avez un entraîneur comme ça qui sort de match comme ça et qui pointe du doigt réellement un réseau qui ne marche pas. Ouais. On se dit maintenant, oui, vous savez de quel mal vous souffrez, il faut aller chercher le remède parce qu'effectivement, ce réseau offensif a beaucoup de problèmes. On a vu clairement que les joueurs offensifs, notamment Cloupeau, sur lequel la formation compte, parce que c'est quelqu'un qui a acquis beaucoup d'expérience sur les précédentes saisons, et d'ailleurs sur sa participation en sélection locale et tout ça. Ouais. Mais je pense que c'est pas un joueur qui est parfois mis dans une bonne position également, parce que le milieu de terrain parfois n'est pas aussi inspiré que ça. Donc, c'est vrai. Ça veut dire qu'il fallait avoir peut-être un travail de fond pour Amani plus que ça. Oui, pour l'équipe d'Asco de Kara. Ce qui est sûr, il leur faut vraiment sérieusement se revoir. Déjà de la construction de la phase offensive qui part forcément du début, c'est-à-dire du secteur défensif, qui doit mettre beaucoup plus à l'aise ces milieux de terrain, qui doivent être mieux inspirés. C'est vrai qu'on parle d'Abalo Denis et d'autres joueurs, surtout dans ce milieu de terrain. Oui. C'est eux qui doivent être les vrais créateurs. Quand un joueur offensif n'est pas dans une meilleure position, n'attendez pas qu'il puisse s'enchaîner au niveau des buts. Non. Et donc, après aussi, je vais vous couper peut-être, hein, parce que après, vous savez, le cas Cloupeau, c'est pour moi un cas, c'est un vrai down, parce que depuis son retour de la sélection nationale, Cloupeau est carrément resté dans l'ombre. Hein. Parce qu'il n'a que quelques bribes de match, mais aussi, je pense que, je ne sais pas ce qui est arrivé, il y a eu ce petit déclic là, mais du côté négatif pour lui. Oui. Parce qu'après, il n'est plus assez collectif, il n'est plus assez altruiste. J'ai suivi des matchs où Cloupeau a vraiment envie de prouver. Alors qu'après, à un moment donné... Il n'y avait rien pour souder. Pour souder, c'est vrai qu'après, il faut être... Parfois, il faut vouloir sortir du lot, faire montrer son expérience et puis tout, mais après, l'altruisme aussi compte. Mais on a vu des matchs où, quand Cloupeau essaie, il veut aller seul. Alors que quand vous jouez solo, parfois ça pose un peu de problème. Maintenant, derrière, il y a aussi le repositionnement de Abalo Denis, qui pour moi, je le dis jusqu'à présent, c'est un problème. Abalo Denis, qu'on ramène jusqu'en milieu récupérateur, c'est vrai que c'est un joueur créateur de jeu, on a plus besoin de lui en avant. Et parfois, si l'attaque n'arrive pas du tout à marquer, il peut être sur les deuxièmes ballons pour reprendre les deuxièmes ballons, rôder un peu, juste aux abordages, faire des opérations, parce que c'est un joueur également qui a un très bon pied, une très belle frappe. Mais on le positionne derrière et mais quand il fait ce travail aller-retour, c'est tellement épuisant. C'est pas évident. Donc ça fait que c'est un peu décousu parfois en le jeu d'Asco. Justement, on voit cette équipe d'Asco de Kara qui a toujours l'emprise sur l'équipe en face, mais à la fin, on retrouve un tout petit peu amoindri. À chaque instant. Oui, il y a un manque d'efficacité, tout simplement. Et il faut dire, comme Prince l'a dit tout à l'heure, le positionnement des joueurs. Il y a un souci, il y a un vrai souci. Je ne pense pas que les joueurs de l'effectif d'Asco aient perdu toute leur qualité. Je pense qu'ils sont très bons, mais il faut trouver la bonne formule. Et je pensais qu'après 13 journées, le coach aurait déjà trouvé cette formule-là. Là, les journées s'enchaînent. Il n'a pas encore trouvé la bonne formule. Chaud, hein? Défensivement, c'est vrai qu'ils sont la deuxième défense du championnat. Ils ne prennent pas beaucoup de buts, mais devant, ça ne marque pas. Ils ne prennent pas beaucoup, ils ne marquent pas beaucoup. Ils ne marquent pas beaucoup de buts et ça, c'est vraiment problématique. Il faut rapidement trouver la formule, sinon ils ne vont pas conserver leur titre. Mais au vu du jeu aussi que Tambo nous a proposé depuis le début du championnat, ce qu'on a vu, est-ce qu'on s'attendait vraiment à une victoire face à Asco de Kara? C'est pas évident, mais en toute logique, quand vous avez cette affiche, vous vous dites que c'est normalement une victoire pour l'Asco, quoi qu'il en soit. Ouais. Mais c'est une équipe de Tambo qui parfois se prend au niveau prestation. Et donc on se dit, face à une équipe de l'Asco qui, cette dernière semaine ou cette dernière journée, n'arrive pas vraiment à enchaîner, on se dit, c'est à vous de saisir l'opportunité. Et donc pour moi, c'était une opportunité pour Tambo de pouvoir essayer de marquer ou d'essayer de garder ou d'accrocher quelque chose. Peut-être qu'ils ont atteint leur objectif,
en repartant comme ça, mais pour moi, il y avait quelque chose. Quand vous avez un leader qui est en plein doute, parfois il faut réussir à saisir. C'est pour cela que je me réjouis de certaines victoires, notamment la victoire la victoire de CDF. On en reviendra, cher monsieur. Vous êtes trop rapide par rapport à cette victoire. On n'est pas rapide. Si, c'est Jacques. Et Jacques, il est toujours. pas de l'équipe, hein, mais de Jacques. Sinon, mais Jacques, j'ai eu votre analyse à vous. Mais Joly Agbessi aussi a fait son analyse à lui par rapport à cette rencontre. On va aussi l'écouter. On était arrivé dans l'intention de gagner ce match. Parfois, quand vous gagnez, quand vous jouez ces matchs comme des matchs comme ça contre une équipe assez difficile à jouer, il faut arriver à déjouer les pronostics. C'était dans cette intention que nous sommes arrivés, tout en sachant clairement que Asco devait avoir la possession sur nous. Donc, nous avons juste choisi de les contrer, juste choisi de défendre et puis bon, de procéder par des contre-attaques. Non, la première partie du plan a marché. Nous avons récupéré assez de ballons dans leur camp, mais nous n'avons pas su profiter de ces comptes-là pour inscrire ce but qui pouvait faire la différence. Derrière aussi, Asco avait eu des occasions. Sincèrement, il faut jeter des fleurs à notre gardien qui a su faire un match à 70% ce soir. Quand Tony Joly Agbessi décide de jouer en défendant plus face à Asco, est-ce que c'est le meilleur choix, Donaldo? Oui, bon, ils jouent à l'extérieur, donc voilà, je pense que le premier objectif c'était de revenir avec au moins un point et pourquoi pas remporter le match à la fin. Je pense que c'était l'objectif. Donc ils sont venus et ils ont réussi à obtenir ce point-là, mais moi je reste toujours sur ma fin avec cette équipe de Tambo. Si j'enlève le match précédent, Prince n'aime pas que j'en parle, mais le tapis vert qui est considéré comme une victoire, il restait sur 4 matchs nuls. Avec 3 points comme goal d'average, c'est beaucoup. Oui, si j'enlève ce match, il restait sur 4 matchs nuls consécutifs. Ils font trop de matchs nuls. À un moment donné, je pense que 3 points, quand une victoire c'est 3 points, match nul, il n'y a que 1 point. Donc on n'avance pas beaucoup. Oui. Là, ils sont 10e, attention, à 6 points du premier relégable. Mais à 6 points également de la deuxième place, ça prouve que c'est un championnat assez homogène. Mais attention, il faut qu'Asco Tambo commence à gagner les matchs parce que voilà, ils jouent bien, c'est vrai, mais il faut concrétiser, il faut marquer des buts, il faut gagner les matchs et on espère qu'ils vont continuer à le faire. Ouais, je trouve que c'est prudent, c'est très prudent d'ailleurs. C'est vrai qu'Asco, on parle de sa méforme, mais attendez, c'est toujours quand même un grand de ce championnat. Et justement, il a stipulé que sans le gardien, franchement, ils auraient eu des occasions. Donc c'est vrai, il faut être prudent maintenant, tout en ayant quand même derrière la tête une stratégie pour se projeter. C'est le plus important. Oui, mon grand-père disait à juste titre que quand vous voyez un lion qui a maigri, il ne faut pas l'appeler un chat. Ah oui. Pas du tout. Voilà, et Tony Agbessi l'a compris, parce que quand il dit vraiment que le gardien a fait 70% du match, moi au départ je me faisais un sang d'encre pour eux, parce que vu la domination qui était de la part des Condona, alors à un moment donné il a su être très lucide en faisant le dos rond. Et on a vu que ça a marché. Ils n'ont pas pris de but, ils n'ont pas perdu. Il dit l'essentiel, ils ont pris le point du nul. Ouais. Et ça, c'est déjà ça. Si avec ça, il est rassasié, c'est bon. Même si Donaldo, lui, il est resté sur sa faim. Tony Agbessi, il est répu du résultat. Donc, c'est en tout cas, je pense qu'il y aura une restauration pour la deuxième partie. Sinon, la phase retour de ces championnats-là. Et on verra bien s'il y aura à manger, si Donaldo sera invité ou non. En attendant, on va évoluer avec une autre rencontre. Gbolesou OTR, le club des Lacs devant son public au stade Anani Chardé, Danny Rockpota sombre sur une défaite 0-1 face à l'AS OTR de Lomé. Votre analyse m'intéresse. Alors, déjà jouer à domicile pour Gbolesou, c'est pas aussi facile. J'en venais même à cette question. Dans un contexte, c'est vrai que parfois, surtout comme on le voit, il n'y avait pas du grand monde. Oui. Mais le peu de supporters qui viennent, il y a quand même un peu de pression sur ces joueurs. Mais quand même, il faut relever qu'en face, il y avait de l'adversité. C'est une équipe de l'AS OTR qui a su se relever de son mauvais début de saison, et qui commence quand même par performer. Et donc, l'adversité n'était pas aussi légère que ça. Et donc, c'est un match piège pour Gbolesou qui est finalement tombé à domicile. Et ce problème de match à domicile où on voit à chaque fois Gbolesou qui en a marre, qu'est-ce que vous pouvez suggérer peut-être à ce club-là, sinon
à ce public-là pour essayer vraiment d'avoir des matchs assez coup près. Parce que 3 points à domicile, c'est très important dans un championnat qui va assez vite. Oui, c'est très important. Il faut diminuer un peu la pression. Franchement, je pense que, comme Jacques l'a dit tout à l'heure, jouer à domicile pour Bolosé des Lacs, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup trop de pression. Les joueurs ne se sentent pas à domicile. Normalement, quand tu joues à domicile, tu dois avoir l'apport du public, etc. Mais c'est compliqué. Voilà, il y a des ambiances comme ça qui sont hostiles. Malheureusement, à Anéjo, c'est le cas et ils sont meilleurs à l'extérieur qu'à domicile, ce qui ne devrait pas être le cas. Mais voilà, il faut que les supporters soient patients. C'est une jeune équipe, encore une fois. Donc voilà, je pense que... Ils ne peuvent pas comprendre ça. Mais malheureusement, et c'est un peu ça. Il faut que le public soit surtout qu'il joue à domicile, il joue à la maison. Bolesou a la chance de jouer à la maison, contrairement à d'autres équipes dans ce championnat. Ils sont toujours en déplacement, même s'ils sont à la maison. Exactement. Voilà, donc de bateau. Normalement, ça doit être un avantage pour cette équipe de Bolesou. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Voilà, il faut peut-être des réunions entre supporters, dirigeants, etc. pour leur faire comprendre que voilà, ça doit être un avantage de jouer à domicile. Oui. Non, mais après, je pense que c'est la pression, certes. Ils sont des joueurs, c'est vrai qu'on est dans un championnat amateur, mais quand vous signez pour un championnat, vous savez que vous devez venir faire le job. Donc c'est aux joueurs de transformer cette pression en pression positive. Ça fait la part des choses. Et ça passe par quoi? Il faut engranger des victoires. Parce que vous allez vous rendre compte que ce sont des victoires qui font qu'à un moment donné, il y a cette communion-là entre le public et les joueurs et le staff. Et puis tout. Et donc ça crée une certaine émulation et ça permet de vous tirer vers le sommet pour peut-être avoir le maintien au haut du tableau si j'emprunte les mots d'un entraîneur. Mais après, je voudrais dire aussi quelque chose au gardien. N'est pas Manuel Neuer qui veut, n'est pas André Onana qui veut. Mais qui travaille pour. Mais parce que quand vous avez de l'audace, vous vous rendez compte que vous êtes dans un stade, on le dit tout à l'heure, un stade vraiment hostile, un vélodrome togolais. Il y a la chaleur, la pression et puis tout ça. Et vous vous permettez des actions quand vous n'avez pas vraiment. C'est vrai qu'il faut avoir la tête sur les épaules, mais quand vous voulez faire des actions comme ça, il faut être sûr de pouvoir les réussir. Malheureusement... Vous êtes là en train de déceler les défauts de cette équipe de Bolesou dans ce match, c'est ça? Bien sûr. Et sur cette rencontre, principalement, sur cette rencontre, on a vu des actions un peu frières, des actions un peu, comme cette action qui amène au but. Mais moi, je me suis posé la question de savoir, est-ce qu'il sait dans quel stade il était, le gardien? Et puis, il ne faut pas que nous... Effectivement, on fait bien de relever ça. Il ne faut pas que nos gardiens ou nos joueurs se trompent. Mais les matchs qu'ils voient à la télé, c'est sur des pelouses qui respectent un certain nombre. Il n'y a pas de faux rebonds. Oui, il n'y a pas de faux rebonds. Ici, on est sur un gazon naturel. Parfois, on le dit clairement, qui est peut-être mal entretenu, mal taillé. Et donc, quand vous voyez la conduite de balle, même le joueur, il est déjà en difficulté face au ballon, avant même de se retrouver face à l'adversaire. Et donc, c'est assez difficile, il faut faire extrêmement attention. Et enfin, c'était aussi l'AS OTR. L'AS OTR qui a su, dans cette rencontre, arracher les 3 points, même s'il n'est pas à domicile. On les a vus aussi un peu galérer en début de saison, mais qui ont su peu à peu remonter dans ce championnat-là. C'est à féliciter. C'est à féliciter. Moi, c'est une équipe qui me surprend positivement, malgré le départ de leur feu follet, Bruno Kwaku-Avotor, meilleur buteur du championnat la saison dernière. Et beaucoup. Exactement. Voilà. Et beaucoup se plaignaient, beaucoup se demandaient est-ce qu'ils vont pouvoir rallier avec les autres joueurs, avec l'absence d'Avotor. Oui, mais voilà, ça continue, ça enchaîne. C'est vrai, l'AS OTR, c'est l'équipe qui a gagné le plus de matchs cette saison. Tout simplement, ils ont remporté 7 matchs cette saison, mais il faut dire que les 7 matchs, c'est par un but d'écart. Donc c'est compliqué de lire cette équipe de l'AS OTR. Voilà, 7 victoires avec un but d'écart, ça veut dire que les matchs sont souvent serrés avec l'AS OTR, mais pour le moment, ça penche du bon côté. Et là, ils sont 2e du championnat, à l'air de rien, malgré leur mauvais début de saison. C'est une équipe qu'il faut suivre de près, mais avec eux, c'est pile ou face. On espère que ça va toujours être pile. Après, moi, je préfère ces genres d'équipe qui commencent petitement, parce qu'on se rappelle... Pas comme une équipe, mais on y viendra. Pardon. C'est-à-dire qu'ils ont commencé
c'était tarif 3, ils prenaient 3. Hein. Oui. Je pense que les trois premières, ils ont pris 3 face à l'AS Bina. Oui. Et après, c'est la référence que j'ai. Voilà. Ensuite, ils ont commencé par monter en crescendo. Et aujourd'hui, l'AS OTR peut se prévaloir de titiller l'entente d'aujourd'hui. Peut-être chercher à soulever le Graal à la fin. Et moi, je trouve que c'est très bien parce que quand vous êtes comme ça, vous donnez une certaine force, une certaine envie de continuer par gagner. Et après, ce qu'il dit est très important dans la mesure où c'est seulement un but d'écart. Ça veut dire que c'est très difficile de pouvoir lire le jeu de cette équipe. Ouais. C'est vrai que certains se plaignent du langage qu'ils utilisent, ils sont plus anglophones, etc. Mais je sais que on ne va pas faire ce débat-là. Pas du tout. Après, quand ils arrivent, on n'arrive pas vraiment à juger de la capacité de ces joueurs-là. Et à chaque journée, ils arrivent à surprendre. Même aller gagner à Bolo, c'est vrai qu'ils auraient pu faire plus de 2 buts. Hein. Il y avait des actions sur lesquelles peut-être on aurait pu siffler des pénaltys ou des coups francs pour eux. Donc on aurait pu avoir plus de 2 buts. Mais vous allez vous rendre compte que dans la tête, je pense que c'est forgé, c'est figé. Quand on arrive à marquer un but, on refait, on met le but et puis on arrive à contrer l'adversaire. Oui. Et l'essentiel, c'est d'avoir cette victoire-là. Et vous les voyez, petit à petit, ils sont en train de monter. Peut-être, qui sait, on va voir les autres avancer un peu plus. Oui, mais il faut qu'ils trouvent un buteur. Après, moi, je reste un peu peiné parce que quand vous voyez le début de saison, c'était parce qu'effectivement, ils avaient fait l'option de rajeunir l'équipe, d'utiliser beaucoup de jeunes joueurs. Exact. Mais quand ils ont enchaîné de mauvaises performances, les jeunes sont partis sur le banc. Et là, on est obligé d'aller chercher des expérimentés parce qu'on veut du résultat direct. Mais qu'allons-nous faire ? Qu'allons-nous faire de ces jeunes qui sont sur le banc? Jusqu'à quand ils auront l'opportunité de grandir et d'avoir de l'expérience et tout ça? D'être un petit mélange. Oui, il faut essayer de faire du mélange et de leur permettre d'acquérir un peu plus d'expérience. Je sais que ce n'est pas facile parce que pour tout entraîneur, il faut du résultat. Et aujourd'hui, ils ont du résultat qui justifie le fait que ces jeunes soient sur le banc. Quand vous les voyez en position favorable au classement, je ne suis pas sûr que ça soit de bon augure pour les jeunes. Peut-être que la trêve leur permettra de rallier avec ces jeunes-là et on les reverra en phase retour, pourquoi pas. Quel club acceptera, surtout en première division, de prendre des jeunes qui sont en difficulté déjà? Je vous donnerai des pistes après. Ah d'accord. Merci avec vos pistes. En attendant, on va évoluer avec l'AS Bina. Le coach Abeto Kodomessan et ses poulains ont réussi l'essentiel dans ce match face au corne de la Bina. Et alors c'est vrai que terminer 5e pour l'ASK en mi-saison, c'était il y a des lustres. Et cette saison, on leur voit en cette place, même si la victoire elle est précieuse, pour eux, c'est un signal. Oui, la SCK, c'est une équipe qui me déçoit personnellement parce qu'en début de saison, c'est une équipe que moi je voyais champion. Tout simplement, moi j'ai parié qui l'emporterait ce championnat-là. C'est pas encore fini, mais voilà, c'est une équipe qui est assez inconstante. En dents de scie cette saison. Ils sont capables de belles performances, ils sont capables de perdre également certains des matchs à leur portée. Oui. Voilà, mais sur ce match-là, ils ont réussi à battre une équipe de l'AS Bina qui était sur une mauvaise série. Voilà, c'est une belle victoire pour cette équipe de l'ASK qui relance ce club à 3 points de la première place. Voilà, c'est encore une fois, c'est très serré. C'est une équipe qui a beaucoup de joueurs de qualité et qui peuvent véritablement faire la différence en seconde partie de saison. C'est une équipe qui va souvent crescendo. On espère pour eux. L'ASK, dans cette rencontre, vous trouvez que les 3 points sont mérités? Oui, pour moi, c'est mérité. Ils pouvaient même marquer beaucoup plus. Si au niveau offensif, oui, ça c'est ton avis. Oui. mais je pense qu'au niveau offensif, il faut que les joueurs continuent à travailler. Pour moi, ils auraient pu marquer beaucoup plus s'ils avaient fait preuve de beaucoup plus d'ambition. Il faut se dire clairement que c'est une équipe, pour moi, en deuxième partie, qui reviendra. Parce que comme vous voyez, les écarts ne sont pas aussi grands que ça. Ouais. Et c'est une équipe qui, depuis un moment, commence à comprendre. Vous allez peut-être récupérer des joueurs quelque part, mais à un moment, il faut s'arrêter pour pouvoir jouer votre jeu, produire du jeu, s'imposer et faire également progresser de jeunes joueurs qui pourront être peut-être vos arguments pour l'avenir. Ouais. Donc,
c'est vrai, pour moi, il n'y a pas encore péril dans la demeure sur leur prestation. Et surtout, cette victoire-là, ça peut leur permettre de pouvoir partir à la trêve avec quelque chose de positif et se relancer au retour. Alors, quel impact cette victoire elle a sur le club? Ameto Kodo-Mensah nous en parle. Il nous faut cette victoire parce que nous sommes en perte de vitesse. Et cette victoire va remonter le moral de tout le monde et ça va nous donner la chance d'aborder la phase de retour. Olivier, perte de vitesse de l'ASK, autrement dit? Oui, autrement dit, l'ASK n'est pas très rassurante, hein. Ils ne sont pas très rassurés et par rapport aux performances précédentes, parce qu'on les a vus perdre des matchs qui étaient à leur portée. Et aujourd'hui, ils arrivent à engranger cette victoire-là face à l'AS Bina, une victoire bien méritée, je le dis une fois encore. Et derrière... Vous l'attendiez ou quoi, les gars? Parce qu'il m'a dit... Non, mais vous savez les dernières rencontres entre l'AS Bina et puis l'ASK, ça a toujours accouché d'une souris, hein. La dernière défaite, il y a 3 à 4 saisons, avant l'arrivée de Wadi Lantam, c'était la pire défaite de l'AS Bina. Et après, toutes les rencontres entre les deux équipes en sont soldées par soit des petites victoires ou des matchs nuls ou la plupart. Donc, sur ce but-là, ou bien sur cette victoire, on a vu que c'est quand même une action offensive bien travaillée parce que le ballon part depuis le milieu du terrain. Jean-Paul Sonray qui est monté, c'est lui l'avant-dernier qui met ce ballon et sur le côté le bon travail et puis le but de Akoro Bilal. Et après, c'est vrai qu'on a vu des actions qui auraient pu mener également au but. Ouais, on revoit cette action-là, Jean-Paul Sonray qui change la transversale. Et derrière, ce que je n'ai pas compris, c'est l'attitude des défenseurs. Là, je pense qu'il devait arriver un peu plus vite, mais vous arrivez, vous êtes assez passif. Quand vous venez, et pourtant, ils connaissent bien le joueur. Donc, vous arrivez, vous êtes un peu passif et il passe. Et regardez d'où Akoro vient depuis en derrière pour aller mettre ce but-là. Donc, une défense qui était carrément absente. Et après, on a eu plusieurs actions comme ça, hein. Donc, il y a un vrai problème du côté de l'AS Bina. Mais je pense que cette victoire-là, ça permet à l'ASK, comme l'a dit, je crois, Jacques, hein. Non, c'est plutôt Donaldo qui voyait cette équipe championne. Je pense que oui, c'est vrai, parce que vu le jeu proposé par cette équipe-là, c'est assez réluisant. Ils ont perdu un de leurs joueurs, je pense, dans le choc, dans le derby entre Ascou, je ne sais pas s'il est revenu déjà ou pas, mais c'est quand même Glomarus. Il est revenu, voilà, très bon joueur, ce petit avec des actions, des frappes, il est excellent, il est tellement exceptionnel. Donc on a aussi de la qualité dans cette équipe-là. Et aujourd'hui, je suis un peu surpris de les voir à la 5e position, ce qu'on n'a pas l'habitude de voir à ASK et puis Asco aussi. Ils sont quand même remontés. Voilà, ils sont remontés depuis la 12e, 8e place et 5e. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui est fait. Et Ameto Kodo le dit, ça va leur donner un peu plus d'allant, ça leur donne un peu plus de jus pour continuer par carburer lors de la phase retour. Daryl met une pièce sur cette équipe de l'ASK, même si pour lui, il est un peu déçu. Mais quand même, pour mettre une pièce sur une équipe, ça veut dire qu'il y a des joueurs qui sont là. Et justement, il y a un joueur dont le coach nous en parle. Il donne son avis par rapport à ce joueur. On va l'écouter. Oui, vraiment, Akoro, c'est un pignon pour l'ASK. Il a fait ce qu'il peut et on va demander encore plus parce qu'un joueur, il peut faire plus. Et les matchs à venir, on pense qu'il fera encore plus que ça. Akoro Bilal qui fait beaucoup, mais le coach en demande plus. Est-ce qu'on va reposer toute l'équipe sur ce joueur ou on va chercher à peut-être pallier avec d'autres? Ce qui est sûr, il faut composer avec les autres, mais c'est dans le secteur offensif, c'est le joueur qui crée beaucoup plus de danger, qui percute beaucoup. C'est pour cela d'ailleurs que Olivier parlait de la nonchalance de cette défense, parce que quand vous connaissez bien le profil de ce joueur, dès qu'il a la balle, vous ne devez pas lui laisser des espaces. Et donc, dès que vous lui laissez la possibilité de rentrer dans une surface de réparation, c'est dangereux. Moi, j'avais beaucoup plus peur pour lui à la sortie au retour de son expédition en Algérie, qui a échoué. Au niveau moral, je pense que peut-être l'entourage a beaucoup travaillé parce que juste après son retour, sur le match suivant, il a marqué. Il a d'ailleurs même enchaîné. Et donc, ça lui a permis de pouvoir reprendre un peu plus confiance. Parce que quand vous échouez comme ça, sans qu'il y ait de vraies raisons, parce que sur ces tests, sur tous les matchs, je pense qu'il a été percutant. C'est parfait. Et donc,
quand vous revenez, psychologiquement, il faut être fort. Et donc, peut-être que c'est un message qui est lancé aux joueurs pour qu'ils puissent rester concentrés, parce que le club peut compter sur lui pour la suite de la saison. Est-ce qu'il a quelque chose à corriger à Koro Bilal? Non, je pense qu'il faut qu'il continue sur sa lancée tout simplement. C'est un joueur qui a de la qualité, c'est le monsieur plus de cette équipe de l'ASK et il a autour de lui plusieurs beaux joueurs. Presse en a parlé tout à l'heure, il y a Glomarius, il y a comme l'envie Arnaud, il y a beaucoup de joueurs de talent dans cette équipe de l'ASK. Et voilà, il est le monsieur plus, il fait des passes décisives, il marque des buts. Et voilà, j'espère qu'il permettra à son équipe de... Oui, là j'avance. Quand Maître Kodo va lui demander encore plus. À Koro Bilal qu'on a connu de 2 saisons, 3, c'est pas le même. Hein. Aujourd'hui, son expérience fait parler beaucoup. Vous voyez cette action où il met la passe décisive, le défenseur qui est resté carrément comme un panier. Je pense que non, là il doit aller vraiment au tac. Hein. Et il a fait parler de l'expérience avec ce passement de jambes là-dedans. C'est quelqu'un à qui on ne va plus demander tellement d'efforts. Un joueur qui sait lire le jeu, qui sait anticiper et qui sait aussi offrir de très belles passes. Donc il faut composer avec d'autres. Il faut composer avec lui. C'est vrai qu'il est l'un des leaders techniques, hein, sinon le leader. Maintenant, on ne va pas lui demander d'être ce monsieur box-to-box. Parce que c'est pas un vieux, il n'atteint pas 30 ans. Donc c'est plutôt un joueur sur lequel... Merci. Merci. Non, mais ce que veut dire, à Koro, qui doit relever le niveau. Parce que par exemple, s'il doit partir hors de ce championnat, c'est encore un niveau plus élevé. Oui. Vous imaginez, donc on est obligé... Oui, mais je pense que... Peut-être une mauvaise période. On peut en faire un autre débat. Parce que exactement, merci de me tendre la perche. Non, mais par contre, je le vois plus être encore un peu plus flamboyant qu'il ne l'a été avec la sélection nationale. Vous trouvez qu'il est à son niveau normal? Il est arrivé à un niveau aujourd'hui, je pense qu'il doit faire plutôt parler de son leadership et de son expérience au service du reste de l'équipe. D'accord. Alors, par contre, l'ASK a joué contre l'AS Bina qui, entre coups d'éclat au début et les contre-performances qui nous ont servi en fin de la mi-saison, c'est vraiment... on ne reconnaît pas l'AS Bina déjà 2-3 saisons que ce problème... Oui. Ça n'arrive pas vraiment à s'imposer. J'ai comme l'impression que c'est une équipe, elle se bat pour rester pour résister. Dans la première division. Et rester dans ce championnat. L'essentiel, c'est le maintien. Je pense que, quoi qu'il en soit, il leur faut se battre. Le maintien en haut ou en bas du tableau? Au milieu. Parce que si vous maintenez en bas du tableau, c'est que vous descendez. Non, vous dites que vous ne reconnaissez pas l'AS Bina, moi je les reconnais, tout simplement, parce que c'était pareil la saison dernière. C'était pareil la saison dernière. Ils ont l'habitude de bien commencer, le championnat et après ça chute. Mais je pense qu'ils sont toujours dans le haut de tableau. Je pense que cette trêve va faire beaucoup de bien à cette équipe de l'AS Bina. Ouais. Ils ont un tacticien de qualité, Arimi Yao, je pense qu'il va essayer de reprendre en main son équipe. On espère qu'ils vont commencer la deuxième phase comme ils ont commencé la première. Sinon, ce n'est pas... on va laisser Olivier parler de son équipe. Mais, Olivier, mais voilà, vous avez 2 bonnes minutes pour parler histoire. Nous expliquer ce qui se passe. D'abord nous expliquer et vraiment peut-être nous donner des astuces, pourquoi pas pour se relever en phase retour. Oui, c'est vrai que après on en rigole, hein, mais c'est vraiment sérieux ce qui se passe de l'autre côté de la vous reconnaissez? Oui, et pour moi c'est assez écœurant. À un moment donné, il faut qu'il y ait un déclic. Il faut que quelqu'un essaie de taper du poing sur la table pour que les choses changent. Vous savez, c'est une équipe, comme vous l'avez dit, qui a bien commencé. On les a vus avec de très belles victoires face à l'OTF, face à Doumbé, face à OCDF Aknour. Et ensuite, c'est la dégringolade totale. Depuis la 7e journée. La 7e, 8e journée, La 7e. 8 matchs qui n'ont plus gagné. C'est trop. C'est clair. Et aucune victoire à l'extérieur. Ça, c'est tellement écœurant. Parce que après, quand vous n'arrivez pas à faire de bons déplacements, à domicile, il faut quand même engranger des points. Ouais. Malheureusement, ce n'est pas le cas non plus. Ils vont même jusqu'à perdre à domicile. C'est assez compliqué. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Déjà, il y a la perte d'un très bon défenseur. Et depuis, avec lui, l'AS Bina n'avait jamais perdu sur un score de plus d'1-0. Je parle de Julien qui est parti depuis sa blessure, il n'est plus revenu et ça déteint complètement. Et derrière, Arimi Yao n'a pas les 26 lettres de l'alphabet. Il n'a une seule lettre. Le plan A, parce qu'il n'a pas de profondeur de banc.
Alors, quand vous êtes à la tête d'une équipe, quand le plan A ne marche pas, il faut utiliser et ce championnat marathon où on voit des fois 2 journées en une semaine, c'est compliqué. C'est compliqué. Vous vous rendez compte que sur des matchs, par exemple, il est obligé de faire avec 6-5 remplaçants. Et derrière, il n'y a pas de véritable attaquant dans cet effectif. Il n'y a que Basougou, voilà, lui qui perd le ballon sur cette action et qui va maintenant amener jusqu'au but. C'est clair que les autres entraîneurs, les autres staffs ont su lire l'équipe, c'est-à-dire la lecture, le jeu de l'AS Bina, clairement. Parce que comme je l'ai dit, il n'a pas beaucoup de joueurs. Donc, on arrive rapidement à déceler le 11 de départ et même les remplaçants, on arrive vraiment à les étudier, à comprendre leur jeu. Je ne sais pas s'ils ont beaucoup de vidéastes, mais je pense qu'avec nos émissions aussi, ils arrivent à voir ce que fait l'AS Bina en termes de football. Et tout de suite, la lecture de jeu, elle est assez simple. Et on arrive à contrecarrer. Basougou qui a commencé un doublé face à l'Otière, un but après face à Barracuda. Et il est resté mieux. Ça fait 3 buts, c'est le meilleur buteur de l'AS Bina. De l'AS Bina, oui. C'est très peu. C'est vrai que c'est pour sa première en division d'élite, il n'a pas beaucoup d'expérience. Mais quand vous commencez comme ça, les entraîneurs, il est tout de suite sous les yeux, sous les projecteurs. Donc tout le monde arrive à voir comment il se comporte. Et tout de suite, quand on trouve, vous allez voir que la plupart des matchs, il y a une prise à 2. Il est souvent en sandwich. Et là, on n'arrive plus, il n'arrive pas à sortir parce qu'il y a aussi le manque d'expérience. Et après, tout ça, quand on conjugue tous ces facteurs-là, clairement, on ne peut pas avoir. Et avec tous ces facteurs-là, est-ce qu'on peut encore attendre de voir un autre visage de l'AS Bina en phase retour? Bien sûr, hein. La trêve est là pour ça, pour se poser les bonnes questions et puis trouver les bonnes solutions. Et moi, il y a beaucoup de pistes qu'on peut explorer. Hein. Déjà, faire venir au moins ne serait-ce qu'un attaquant, un tueur. Pour le moment, il n'y en a pas. Quand vous prenez Basougou, qui est le meilleur buteur avec 3 réalisations seulement, alors qu'on a des joueurs qui sont à 5, 6 déjà. Donc, c'est énorme. C'est un secteur dans lequel ça manque beaucoup. Maintenant, quand on revient du côté de la défense, je disais qu'on a perdu, l'AS Bina a perdu un défenseur qui était très important. Et depuis, il n'y a pas un autre qui peut pallier l'absence de celui-ci. Quand vous prenez sur le but de la SCK, regardez comment Akoro Bilal arrive quand même à enrhumer le défenseur pour aller mettre cette passe. Et quand vous les voyez jouer face à l'espoir de Zior, la dernière fois, ils ont pris 3-0. Regardez comment la défense carrément laisse. Elle était assez poreuse. Donc je pense que derrière, il faut composer, la trêve est là pour ça, il faut faire venir des joueurs, essayer de les mettre rapidement dans le moule, les mettre en action pour dans la zone défensive et aussi dans la zone offensive. Ça fait déjà 3 minutes. Oh, pardon, j'ai pas vu le temps passer. Tellement vous avez à dire. J'ai à dire par rapport à ce club. Tellement vous avez envie de voir l'AS Bina quitter cette place-là pour faire... Pas que moi, Donaldo également, Jacques, je suis sûr. Bien sûr. Parce que c'est une équipe qui nous propose du très bon football. Et surtout la population de Bina qui attend réellement. Je pense qu'il y a beaucoup qui nous entendent, ils écoutent, ils regardent cette émission, ils savent qu'il y a beaucoup à faire. Et cette trêve-là doit leur permettre vraiment de voir quoi injecter dans l'équipe pour voir peut-être une nouvelle phase, puisque la phase retour s'annonce tellement dure parce que c'est très serré. Mais en attendant la phase retour, il y a eu aussi un autre match dans cette phase aller, Entente 2 ACNOR en déplacement à Lomé, le promu CDF ACNOR a pris le dessus sur le leader Entente 2 buts à 0. Alors Donaldo, s'offrir le cap de leader, un véritable sursaut d'orgueil pour cette équipe. Sursaut d'orgueil, un exploit, mais le CDF ACNOR est habitué à remporter des matchs contre les gros. Hein. On a vu contre Asco, on a vu contre la SOTR. Voilà, c'est une équipe qui restait sur 3 matchs consécutifs sans défaite. Voilà, ils revenaient bien et il fallait enchaîner face à cette équipe de l'Entente 2. Ça allait être un match difficile, ça a été un match difficile, mais ils ont réussi à tirer leur épingle du jeu et à remporter ce match, leur 3e victoire de la saison. C'est un ouf de soulagement pour tout le staff du CDF ACNOR, qui reste néanmoins 12e au classement. Ils ont mal commencé ce championnat. Ils sont sortis de la zone, oui, ils sont sortis, mais ils sont pas depuis 2 journées. Ils sont pas très loin du premier relégable. Voilà, j'espère que cette victoire-là sera un déclic pour eux pour la phase retour. Alors Jacques, est-ce que le CDF ACNOR montre que c'est un adversaire à ne pas vraiment sous-estimer? Ce qui est sûr, c'est bien visible. Quand vous réussissez à battre Asco et vous enchaînez quand même contre les équipes les mieux classées, je pense que ça montre clairement que oui, ils ont mal commencé et c'était logique
fallait s'y attendre. Je pense que beaucoup d'observateurs les avertissaient depuis la saison dernière par rapport à la difficulté de la première division. Oui. Ils sont arrivés avec beaucoup de naïveté, beaucoup d'inexpérience et pour moi, ils ont déjà appris sur la suite des défaites qu'ils ont eues. Ils ont appris beaucoup de choses et on voit quand même que sur la fin de cette première partie, ça a été quelque chose de positif. Dans ce match, ils avaient en face un effectif expérimenté. Un bloc équipe qui a eu le temps quand même de travailler ensemble, qui a bien préparé sa saison et donc c'était assez difficile. Mais ils ont joué sur leur force, notamment les passes rapides, les petites passes qui leur ont permis de pouvoir s'en sortir. Moi, je me dis que c'est une équipe qui pourra enchaîner, avoir plus de statistiques positives au niveau de la deuxième partie de cette saison. Et c'est vrai que on les avait vus, surtout les adversaires, on voit qu'ils mettent un peu plus de duels physiques et tout ça. Oui. Mais les jeunes, ils ont compris. Ils ont commencé également par s'y mettre. Et ils s'attendent à beaucoup plus d'adversité. Donc, ça va être quelque chose de positif. D'accord. Voilà. Alors, écoutons ensemble les impressions du coach Messon Chardé en fin de rencontre. C'est un match qu'on a bien préparé. Puisque vous voulez jouer contre l'équipe championne, il va falloir que vous prépariez correctement. Et donc, sur le plan tactique, je peux dire que les enfants ont répondu, malgré qu'il y a certains couacs, mais ils ont répondu. Chardé nous parle de quelques petits couacs. Est-ce que vous également, vous les avez décelés dans cette équipe du CDF ACNOR, même avec leur victoire? Oui, c'est quoi ce sont ces couacs-là dont on a toujours parlé. C'est-à-dire que le trop plein de confiance en eux, en leur technicité, parce qu'on ne va pas se cacher, on ne va pas se voiler la face, c'est l'une des équipes les plus techniques. Des joueurs comme Claude Clidier, Jules Aziamale, et la paire défensive également qui est bien rodée. Donc, ils ont cette confiance-là. Et je me rappelle, sur ce même plateau, où Agoro Aziz disait, c'est vrai qu'ils aiment bien jouer, mais ils doivent comprendre qu'on est dans le championnat et qu'on doit maintenant engranger des points pour pouvoir avancer. Et moi, je me rappelle, je lui disais également ici, pour corroler les propos de Jacques, je disais qu'en face de l'entente qui est un bloc équipe, qui a beaucoup d'expérience, le CDF ACNOR allait couler. Ils m'ont démenti, ils m'ont fait démentir carrément. Et ça, j'ai bien aimé parce que ils ont pu déceler ce qu'on dit. Et après, avant, c'était Adrien qui était sur le banc de cette équipe-là. Maintenant, connaissant bien Chardé, qui est un autre type d'entraîneur qui sait à un moment donné comment tirer le profit, le meilleur des joueurs. Je pense qu'il leur a donné cette rage-là aux joueurs. Il y a cette rage-là. C'est l'entraîneur que j'ai connu comme entraîneur et Donaldo également. Oui, donc je connais bien cet homme, sa philosophie de jeu, sa manière de voir. Adrien nous disait habituellement qu'ils sont venus pour apprendre, ce sont des académiciens. Alors que Chardé ne va pas nous dire la même chose. Il a besoin de tirer le profit. Vous êtes technique, oui, il faut faire parler votre technique, mais il faut que tout ça là soit au profit de tout le collectif. Oui. Et je pense que les jeunes, il les appelle les enfants, c'est quelqu'un qui est assez paternaliste. Il a vraiment compris, il a vraiment donné ce ton-là aux jeunes. Et aujourd'hui, cette victoire, ça va leur permettre de continuer par surfer sur ça. Mais ce que je voudrais demander, est-ce qu'ils ont dit quelque chose sur les réseaux sociaux Vous adorez cette partie-là, bien évidemment. Parce que je ne les ai pas entendus cette fois. Il fallait que vous alliez sur les réseaux sociaux, cher monsieur, pour voir. Donaldo. Et Donaldo, peut-être qu'il l'a fait ou non? Oui, si. Non, bon, ils sont toujours là. Une belle victoire, en tout cas, pour cette équipe du CDF ACNOR. Il y a beaucoup de choses à corriger. Le coach Chardé en a parlé. C'est toujours l'avant-dernière défense. Oui, c'est l'avant-dernière défense de ce championnat. Voilà, il n'y a que Djoubé qui a pris plus de buts que cette équipe du CDF ACNOR. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'il faut corriger. La saison dernière, il marquait beaucoup. Cette saison, il marque moins. L'apprentissage a été compliqué en cette première phase de championnat. On espère que c'est la fin de l'apprentissage. Exactement, comme Jacques l'a dit, je pense qu'ils ont appris et on espère qu'ils vont mettre tout ce qu'ils ont appris à contribution. Avec les dirigeants du club, Chardé et puis Harry Bandi, qui me font savoir que clairement, c'est insatisfait ici. En fin de saison, parce que venir de la deuxième division et pouvoir, c'est quoi, ça fait 6 matchs nuls, 4 défaites et puis 3 victoires. Arriver à faire cette performance-là en mi-saison, c'est quand même pas, il n'y a pas à payer dans la demeure. Ils vont revenir lors de la phase retour. Si je veux, je me rappelle ces propos, il dit la D1 Lonato va trembler.
On espère qu'il y aura tremblement de terre ou de pelouse, j'en sais rien. Il y a un club qui a dit que quand tu vas se réveiller, c'est toute l'Afrique qui tremblera. Mais non, en jusque-là, fait, c'est pour que l'Afrique ne tremble pas. mais jusque-là, le quartier même n'a pas encore tremblé. Laissez ce club rester tranquillement en D2 pour l'instant. On va évoluer, on est en première division. Et puis autre aveu de Messon Chardé également pour vous, cher monsieur. Cette victoire-là en vaut la peine pour nous parce que nous en avons besoin royalement. Et le discours même de la maison jusqu'au vestiaire, c'était les 3 points ou rien cet après-midi. Et c'est ce qui est chose faite. Comme quoi le discours d'un coach a vraiment un vrai impact sur le résultat d'un club, Jacques. Oui, c'est très très important. Effectivement, on a Agrien qui a vu progresser les jeunes, qui les a aidés à acquérir beaucoup d'astuces au niveau de la stratégie et tout ça. Mais vous avez quelqu'un qui leur demande d'aller chercher du résultat. Pas forcément progresser au fil des matchs et tout ça, mais il faut maintenant aller chercher du résultat. Et moi, tant qu'on est en première division, on est dans une bataille. Ouais. Je pense que ce discours de Chardé est un discours qui forcément aura de l'impact sur la psychologie des joueurs, sur leur comportement, sur leur détermination. Et je pense qu'on les voit déjà performer au niveau de se surpasser sur le terrain. 2 fois où il était avec les joueurs, ils ont gagné ces 2 fois dans ce championnat en cette phase allée. Hein. Ouais. Justement c'est le facteur que je voudrais aborder. Vous savez, Chardé a été dans l'antichambre d'Agrien. Et on le dit souvent, le coach adjoint, il est souvent celui-là qui est plus proche des joueurs. C'est celui qui transmet le plus, celui qui les connaît plus. C'est comme entre frères, c'est plus fluide, c'est plus... Donc c'est quelqu'un qui est, je pense, plus écouté, parce que le premier responsable, hein, quand lui, il va du tic au tac. Mais celui-ci, il sait caresser dans le sens des poils, mais il sait aussi utiliser le bâton et la carotte. Et quand lui vient maintenant au devant de la scène, et qui vous demande que c'est une victoire ou rien, je pense que ça crée un certain clic dans la tête des joueurs et ils l'ont prouvé. Les 2 fois, vous le dites, où il a été le principal sur le banc de CDF, on a vu ce que ça a donné. Donc vivement que ça continue comme ça. Mais après, il faut que les jeunes, les poulains, puissent aussi entrer vraiment dans cette philosophie-là. Parce que vous n'allez pas commencer par tirer sur à chaque fois. Et quand la fatigue, il faut aussi comprendre que la fatigue aussi est là. Donc quand ils sont en méfond, il faut aussi les comprendre. Et je pense que Messon Chardé, il fait très bien ce rôle. Et chapeau bas à lui. Par contre, l'entente d'eux dans cette rencontre un peu décevant. Oui, l'entente est un peu décevant. C'est vrai qu'il y a l'accumulation des matchs qui passent par là. C'est vrai qu'ils étaient à domicile quand même. Ils auraient pu terminer. Oui, je disais qu'ils étaient déjà champions en mi-saison. Oui. Peu importe le résultat. Peu importe le résultat, mais voilà, c'est leur 2e défaite de la saison, on ne va pas tirer sur eux. Ils avaient perdu contre Unisport de Sokodé. Mais voilà. Contre les académiciens, ça ne passe pas. Hein. On dirait, voilà. Exactement. Donc, ils ont un problème avec les académiciens. Mais voilà, malgré leur défaite, ils restent en tête de ce championnat. Ils vont rester en tête à cette mi-saison-là. On verra ce que ça va donner lors de la phase retour. Comment Seyduro Kofi explique cette défaite face au promu? Aujourd'hui, on était un peu lourd. Et au début, notre temps fort, on n'a pas su l'exploiter. Et après, on était lourd parce que les mouvements, vous savez, on a joué tout le temps à l'arrêt. C'est ça qui nous a pénalisés. Olivier, qu'est-ce qui explique cette lourdeur-là des joueurs? Ils ont trop mangé. On va poser la question au nutritionniste. On va poser la question au cuisinier. Je ne sais pas s'il fait très à la fatigue. Oui, non, mais tout part de là. C'est vrai que l'alimentation aussi, je ne sais pas si vraiment ils ont tout cela, hein, le nutritionniste, le cuisinier, le restaurateur et puis tout. Mais après, quand il dit clairement qu'ils sont assez lourds, ben moi, je pense que l'entente a un très bel effectif et aussi une très large profondeur du banc où à chaque fois, ils font des rotations, ce qui leur permet même à chaque match d'avoir de la fraîcheur. Donc, s'ils trouvent qu'ils sont lourds, ça veut dire qu'il y a peut-être un relâchement, les pieds ont pris un peu de lourdeur, la fraîcheur physique n'étant plus. Et peut-être aussi que dans la tête des joueurs, on se dit, ouais, c'est vrai, on est en intersaison, quoi qu'il en soit. On est déjà leader. Donc, mais relâcher avant cette dernière journée, c'est compliqué. Ça ne change rien. Au niveau classement, ça ne change rien puisque
qu'à la phase de retour, on reprendra Ça ne change rien, mais les 3 points vont reprendre. Non, la saveur d'être champion en intersaison. Non, ça c'est inédit. Ça a une très grande Il n'y a importance. aucune douceur dans le fait d'être champion de l'intersaison. Jacques, moi je vous dis... Qu'est-ce que ça leur a apporté après tout ça? Quand même, ils sont champions. Être champion, ça c'est rien du tout. Est-ce qu'à la fin de la saison... On se rappellera. C'était mieux même de prendre ces 3 points comme ça, histoire, on ne sait pas comment la phase retour sera. Donc... C'était très important pour Non mais Jacques, rappelez-vous... Et c'est pour cela que je suis assez inquiet par rapport au discours de l'entraîneur qui estime que ces joueurs étaient lourds au début du match. Ça veut dire que lui-même, en réalité... Parce qu'il a vu qu'il y avait trop de chutes, il y avait trop d'arrêts, il n'y avait pas de vitesse. Quelle est l'équipe que vous avez alignée? Ça dépend du discours que lui-même il a tenu avant le début du match. Qu'est-ce qu'il a dit à ses joueurs? Qu'est-ce qu'il leur a demandé de faire? On termine bien cette mi-saison. 10 minutes, vous ne voyez pas le bon comportement de vos joueurs, qu'est-ce que vous avez fait pour qu'ils puissent réagir? Parce que s'il faut changer rapidement, il faut le faire. Parce que quoi qu'il en soit, c'est un championnat. On n'est pas dans un championnat où à la fin on bloque. La phase aller, c'est le champion. Bon, lui, il peut représenter. Non, on est dans une suite. C'est une continuité. Il faut y aller. Non, c'est vrai, c'est une continuité, mais écoutez, on ne va pas... Il n'y a aucune saveur. C'est vrai, même s'il n'y a aucune saveur. Vous savez, ce qu'ils sont en train de faire actuellement est assez inédit. Depuis 5 saisons, on n'a jamais vu une équipe en intersaison être à la tête, si ce n'est ASCO ou ASK. Mais aujourd'hui, en temps de se permettre de titiller, de se maintenir en haut du tableau, c'est déjà à la première place. En train de faire à la première place. Et après, vous savez, rappelez-vous, quand vous étiez encore élève, quand les congés arrivent, vous savez qu'on n'a plus la tête à quoi que ce soit. Mais le rôle du coach, alors là, c'est quoi? Le rôle du coach, c'est de leur dire non, attendez qu'on finisse très bien cette phase aller parce que c'est important, parce qu'il faut vraiment rallier avec la phase retour. C'est là où il a manqué. C'est là où il a manqué de coaching. Parce qu'après, vous rendez compte que les joueurs ont commencé. Peut-être qu'il a fait ce coaching, mais que peut-être que c'est les joueurs qui n'ont pas suivi. Mais c'est lui le commandant de bord. Si vous voulez que les joueurs commencent pied au plancher et ils ne le font pas, mais à vous de voir ce qu'il faut faire pour changer. C'est vous qui êtes le commandant de bord. Ils se souviennent sûrement peut-être de leur défaite face à Unisport. On se dit, tiens, on est encore en face des académiciens. Il faut être prudent. Et donc, dans la prudence, ils se sont endormis. Ils se sont noyés un tout petit peu. Alors, seconde intervention de Cedro sur cette rencontre, chers messieurs. Les enfants, c'est comme cela qu'on appelle le CDF Akounour. Vous les avez pris aussi comme des enfants? Mais c'est les équipes les plus dangereuses. Akounour et OTR, je pense que c'est les équipes qui peuvent faire mal à n'importe quelle autre équipe. C'est les plus dangereux, moi je pense. Parce que vous les prenez comme des enfants? Mais si je dis qu'ils sont les plus dangereux, ils ne sont pas des enfants. Si c'est les équipes les plus dangereuses, je pense que ce ne sont pas des enfants. Ils font plus de mouvements, la jeunesse, je pense que ça court plus. Quand on va faire la moyenne d'âge, vous allez voir que chez eux, ça va vraiment mieux. Oui. Vous savez si on doit donner des flops ou bien des cartons dans cette émission? Je dois vraiment penser au carton, hein. Ça fait 2 fois que je le dis. Le confrère qui pose la question. C'était quoi son objectif? Non, il voulait se rassurer. Non, mais on n'est pas dans un championnat de minime. On est dans une catégorie, je veux dire, même si ce n'est pas professionnel, c'est la catégorie majeure. Donc vous ne pouvez pas demander s'ils sont des enfants. C'est vrai qu'ils sont des jeunes. Mais je pense qu'il sait pourquoi il pose cette question. Oui, il sait. Parce que c'est ces équipes qui estiment avoir... C'était pas la voix de Jacques? Non, pas du tout. Qui pensent avoir... Qui minimisent un tout petit peu. Ils minimisent un tout petit peu ces effectifs. Eh bien, je fais partie de ceux-là parce que je disais l'entente de vu son expérience. Va chicoter. Marcher carrément. On n'est pas dans un championnat, effectivement, on n'est pas dans un championnat où on se repose sur l'histoire ou sur l'âge des joueurs. C'est ma si serait entouré du justement. Et donc, on est dans un championnat où c'est la forme actuelle qui marche, c'est la stratégie qui est en train de marcher, qui prédomine. Donc, si vous dites que vous êtes en face des enfants et qu'ils auront peur quand vous allez mettre un peu plus de vigueur dans vos interventions, c'est pour ça que j'ai dit que le CDF Akounour a appris de ces leçons parce que sur les 3 premières journées, ils sont venus avec beaucoup plus de vigueur dans leurs interventions. Voilà. Et ils voulaient jouer jusqu'à arriver au nez du gardien avant de marquer. Oui, le premier match,
Et le deuxième match, quand j'ai suivi, je me suis dit, tiens, c'est très grave pour ces petits s'ils ne se réveillent pas. Oui. S'ils ne se réveillent pas, parce que un joueur comme Claude Cligé, par exemple, qui, au lieu de percuter, de rentrer dans la surface, ralentit parce qu'il a vu un défenseur arriver. Mais tant que vous êtes un joueur offensif, si vous ne prenez pas de risque, vous n'allez pas réussir à performer et à avoir des statistiques. Et donc, ils ont compris, ce n'est plus des enfants, c'est des footballeurs. Donc, il faut faire extrêmement attention. Ouais, c'est clair, il faut faire ça. Je pense que le confrère, en posant cette question, il voulait se rassurer. Justement. Ils n'ont pas minimisé cet adversaire-là. Le coach, il a été clair. Ils ont pris l'adversaire au sérieux. Tout simplement, ils sont tombés sur plus fort. Tout simplement, le CDF Aknou a été plus fort sur ce match. Ils vont apprendre de leurs erreurs, l'entente d'eux. Et ils vont mieux préparer les matchs contre les académiciens lors de la phase de retour. Les académiciens. Ce sont des matchs à rattraper. Tout à fait. Mais après, c'est vrai que c'est des joueurs assez techniques qui, comme vous le disiez, ils veulent même aller jusqu'au nez du gardien avant de marquer. Après, il y a ces actions-là qu'ils font de trop. Le trop plein de confiance, ça fait que parfois des actions techniques, dans des zones où vous n'en avez pas besoin, ils le font. Et vous voyez, quand ils ont commencé le championnat face à Bolesou, les 15 premières minutes, ils ont souffert face à Bolesou parce que Bolesou mettait vraiment un certain pressing, une certaine rigueur. Mais après, la pression est retombée et ils sont vraiment entrés dans leur match. Donc, au fil des jours, vous allez voir qu'avec surtout Chardé sur le banc, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Ils auront... C'est vrai, la technicité c'est déjà acquis. La complémentarité, elle existe également très bien. Maintenant, la finition et puis la vigueur avec laquelle ils vont aussi. Vivement cette phase retour, on verra bien. On aura des belles rencontres, je suppose. En attendant, il y a eu d'autres résultats. Il y a Unisport qui a été tenu en échec par l'AC Barracuda, un but partout. Les académiciens du Nord perdent une place au profit de l'AS OTR. Gomido qui termine bien sa mi-saison en épinglant l'étoile filante. Bien vrai pour Gomido, mais également c'est un autre club qui nous a donné des résultats en dents d'ici, qui est un peu en méforme. Gomido. Oui, non, Gomido reste sur 7 matchs consécutifs sans défaite. Voilà, ils ont bien terminé cette phase aller. On pense qu'ils ont commencé avec 4 défaites et un match nul sur les 5 premières journées. Ça a été compliqué pour cette équipe, mais là, il reste sur 8 matchs sans défaite. Ils terminent bien, mais ils sont toujours dans la deuxième partie de tableau. Voilà, ils payent leur très très mauvais début de saison. Mais voilà, c'est mieux de terminer par cette victoire. On espère que cette équipe va progresser au cours de la phase retour. Unisport Barracuda, c'était aussi une autre rencontre qui, ma foi, était assez compliquée pour l'AC Barracuda. Oui, compliqué pour Barracuda, mais quand même, on sent que Barracuda commence par grappiller quelques points pour essayer de sortir de cette zone rouge qui est très compliquée. C'est compliqué d'en ressortir. C'est extrêmement compliqué. Et moi, pour une fois, je tire un petit chapeau aux dirigeants de Barracuda qui n'ont pas cédé à la pression et de la tentation. Parce que... la pression de la tentation. Oui. Oui, mais... Oui, c'est pas encore fini. C'est l'épisode 3. Ils ont tenu jusqu'à résister à cette tentation jusqu'à la fin de cette phase aller. Ça veut dire qu'on peut compter sur eux. C'est déjà positif. Gloria, parce que c'est la même chose au niveau de Gomido. Oui. Quand vous avez une équipe qui enchaîne autant de défaites, vous avez la tentation de limoger l'entraîneur. C'est Donado, j'en suis sûr. C'est de ça que je parle, mais il faut lui faire confiance et essayer de voir comment pouvoir corriger les choses. Et on a vu que face à Unisport, au moins, ils sont revenus avec un point. Face à Unisport, ça fait plaisir. Voilà, donc c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Le match en retard face à la SCK est aussi bien négocié. Petit à petit, ça commence par prendre. Vous savez, Waya Lantam, il est arrivé avec un très bon CV du côté de l'AC Barracuda. C'est un entraîneur qui a prouvé à la Espina, à Bolesou. Et aujourd'hui, il arrive là-bas. Il est venu prendre un plat qui était déjà cuit. Oui, c'est ça.
Il n'a pas Est-ce que c'est lui qui a assaisonné? Non. Pas du tout. Non. Donc il est venu sur la table. Justement. Donc, c'est salé, pimenté, il est obligé de manger. donc si c'est vrai, il y aurait cette tentation, mais le staff, les dirigeants de la Barracuda ont compris que l'entraîneur qu'on a amené, c'est quelqu'un qui a un très bon pedigree, il a un très bon CV. Et qui peut faire avec. Qui peut faire l'affaire. Donc maintenant, je pense que cette trêve-là, comme je l'ai dit du côté d'Arémio également, ça va leur permettre de pouvoir faire ne serait-ce que des recrutements, étoffer un peu et préparer justement d'autres plats. Exactement. Alors, c'est la même chose du côté de Jean-Paul à Ballot, avec Gomido. C'est un entraîneur aussi qui a déjà prouvé sur l'échiquier national. Et merci donc, Olivier. On peut les garder. Merci. Je vous en prie. Le classement de cette 13e journée, au terme de cette 13e journée, bien évidemment, de la phase aller, l'Entente 2 est championne à mi-parcours avec 23 points plus 4, suivi de l'ASOTR qui occupe la 2e place à une longueur. Les chauffeurs de la COSA ferment le top 5. Doumbé de Mango est la lanterne rouge avec 8 points. L'AC Barracuda est le premier relégable avec 10 unités. Alors, un classement qui est très serré et qui peut basculer à n'importe quel moment. Daryl. Très serré, je prends juste l'AS Tambo. Ils sont à 6 points du deuxième et à 6 points du premier relégable. Donc, avec ça, tout est dit. Je pense qu'avec l'épicentre du exactement. Donc, c'est très serré. Il suffit d'enchaîner 2 victoires consécutives. Tu te retrouves tout en haut. 2 défaites consécutives, tu te retrouves tout en bas. C'est vraiment très serré, contrairement à la saison passée où on a vu la ASCO SCK partir très tôt. Cette fois-ci, le suspense sera entier, sauf pour peut-être l'équipe qui va descendre, Doumbé de Mango. Je pense que tout... C'est pas encore fini pour Doumbé, hein? Oui, on verra. Ils peuvent revenir. On verra s'ils jouent leur match. Mais ce classement nous donne un avant-goût de cette deuxième partie qui sera vraiment alléchante. Ah oui, clairement, ce sera alléchant. C'est vrai qu'on a eu peut-être la première partie pour apprendre à connaître certaines équipes qui sont venues tambour battant, qui ont quand même prouvé. Et on a eu aussi à voir d'autres équipes qui sont venues, qui n'ont pas bien démarré dans les starting blocks, ASCO, SCK et autres, et qui petit à petit continuent pas à monter. Quand on retrouve aujourd'hui une équipe de l'AS Milan qui est à la 8e position, alors que dès le début du championnat, il titillait la première et la deuxième place. Donc, mais ce n'est pas encore fini, comme on le dit, 18 points, il suffit d'une victoire. C'est pas fini pour l'AS Milan ou pour tous les clubs? Pour tous les clubs. À part peut-être Doumbé qui continue par entrer dans cette histoire de moyens financiers, qui ne se déplace plus et autres. Donc l'AC Barracuda, il y a possibilité de pouvoir sortir de cette zone-là. Le CDF ACNOR aussi qui renoue avec la victoire, c'est possible de monter. Et je l'ai dit, AS Milan, une seule victoire associée à la défaite des 6 premières équipes va se retrouver en 2e position. Donc, Jacques, ce sera très bien pour la phase. Un championnat qui est vraiment serré comme ça donne plus d'engouement, sinon plus de suspense par rapport à qui sera champion, par rapport aux prochaines journées, parce que à chaque journée, on se dira peut-être que la tête, ça va changer. Peut-être que le bas aussi peut changer. Donc, ça nous donne un peu plus de suspense. Et puis, je le dis clairement, il y a quand même 2-3 saisons où je le répétais à chaque fois sur les plateaux que je m'ennuie sur les résultats, sur les matchs de championnat. Mais je vais être honnête, par rapport à cette saison, qu'il y a quand même certains matchs où tu ne vas pas dormir. Quand même, il y a quelques situations intéressantes. Il y a des joueurs qui réussissent. C'est pas encore parfait à 100%. Non, pas du tout. Mais quand même, il y a quelque chose qui évolue. Et donc, on se dit, ce championnat, ça peut être quelque chose d'intéressant. Quoique, je reste certain que les habituelles têtes vont revenir en tête. Les habituels leaders vont revenir. D'accord, on va pas rentrer dans ce débat. On va pas rentrer dans ce débat, Olivier. On rentre pas dans ce débat, chers messieurs. On va y aller avec les statistiques. Et c'est 7 matchs joués avec 10 buts marqués et 0 victoire à domicile. On a 71,43% de victoire à l'extérieur. Sinon, ce problème de match à domicile, pour gagner, ça devient de plus en plus compliqué, Olivier. Oui, ça devient de plus en plus compliqué. La pression est dedans.
Et non seulement la pression, vous savez, il y a des équipes qui n'ont pas, Iram disait, les SDF, les sans domicile fixe. Ouais, donc, pour ces équipes-là, il n'y a pas vraiment de match à domicile. Il n'y a pas vraiment, à toutes les journées, ils sont en perpétuel déplacement. Ils sont entre 2 avions ou 2 bus, si vous voulez. Oui. Et derrière, donc... 2 avions, 2 bus, 2 bateaux, 2 ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Tout de même. Donc après, c'est l'équipe qui se comporte très bien à l'extérieur, je pense que c'est Gomido. Et puis Bolessou également. Parce qu'à domicile, ça ne va pas. Voilà. À l'extérieur, ils préfèrent. Ils préfèrent. Ils font des Espoir, Gomido. Et puis Bolessou, à l'extérieur, c'est mieux qu'à domicile. L'AS Milan, c'est mieux à l'extérieur. Malheureusement. Merci. Merci les gars. On va prendre une petite pause, histoire de revenir pour la deuxième partie de cette émission. C'est tout de suite. C'est parti. Un match de 90 minutes, un match d'évasion et de passion. Cette rencontre, à chacune des journées, des résumés, analyses, découvertes avec nos meilleurs consultants et acteurs du foot. Au début de la saison, je le suivais et il avait dit dans une interview que toutes les équipes sont battables. Aucun aspect ni secteur n'est épargné. 90 minutes D1 Lonato, la vitrine par excellence du championnat de foot togolais, tous les lundis à partir de 19h30 sur New World Sports 5 et New World Mix. Vous aimez le basket? Ça tombe bien. L'Euroleague, le gratin européen est sur New World Sport. Ça va partir dans tous les sens avec Mike James, Nadir Rifi, Mba Ndiaye. Chaque semaine, les 6 meilleurs affichés. L'Olympiakos, le Fenerbahçe, tous tentent de rattraper Paris en tête du classement avec un objectif en tête, les playoffs. On récapitule. Vous aimez le basket? L'Euroleague, c'est sur New World Sport. Le sport est au rendez-vous. Un panel riche en spécialistes. Collectivement, j'attendais de voir un peu ce Real Madrid là. Du contenu pour revivre en détail et en analyse vos compétitions préférées. Jouons les prolongations avec Extra Time tous les dimanches à 21h GMT sur Neon Sport 1. Communiqué de la Lonato. La Direction générale de la Loterie nationale togolaise porte à la connaissance de la population en général et des parieurs en particulier qu'il lui a été donné de constater que certaines personnes se réclamant de son personnel proposent à travers des messages qu'ils diffusent sur les réseaux sociaux de fournir des numéros gagnants pour des tirages de loto. Dans leur mode opératoire, pour tromper la vigilance des parieurs, ces personnes n'hésitent pas à afficher des tickets gagnants falsifiés, des numéros de téléphone et des supposées pièces d'identité des organisateurs. Ces agissements constituent de la pure arnaque. La Loterie nationale togolaise informe les parieurs et la population qu'elle ne propose pas et n'a jamais eu à proposer de numéros gagnants à l'endroit des parieurs. Le choix des numéros sur lesquels prendre les paris reste personnel aux parieurs. La Lonato décline toute responsabilité devant ces faits qui sont de la pure et simple escroquerie. À cet effet, la Lonato invite les parieurs et la population à une plus grande vigilance pour ne pas tomber dans le piège des arnaqueurs. Les recherches sont en cours pour identifier les auteurs de ces actes qui seront soumis à la rigueur de la loi. La Direction générale. De retour après cette petite pause et c'est la deuxième partie, fête de la journée, c'est maintenant. Déjà 2 journées que Doumbé Domingo perd sur tapis vert au profit de 2 autres clubs. Une situation qui devient déjà alarmante pour un champion marathon où les points sont très chers. Alors, on va commencer donc comme ça. Que pensez-vous déjà de cette situation de Doumbé Domingo avec 2 défaites déjà sur tapis vert? Situation assez amère.
ce serait peut-être acrimonieux de dire qu'il paie peut-être la mauvaise organisation, mais je pense que derrière, il faut à un moment donné, la sonnette d'alarme a été lancée depuis plusieurs journées. Ce n'est pas aujourd'hui. Hein. On a commencé par voir cette équipe-là avec ses problèmes depuis des déplacements à Cara qui sont un peu compliqués pour eux. Oui. Je me rappelle une image qui a fait le tour de la toile, hein, où ils étaient dans un pick-up pour aller à Cara, et après on a eu des explications par rapport à ça. Donc depuis cette histoire, on les voit, ils n'ont plus vraiment de moyens. Et après, il y a aussi le président Tidjani qui a jeté l'éponge et tout ça. Certains le fustigent aujourd'hui parce qu'il a abandonné un club en plein navire, le navire en pleine mer, à grandes eaux. Mais je me dis, est-ce qu'il avait les moyens pour pouvoir continuer? Peut-être que, je le disais la dernière fois, nous sommes dans un championnat amateur. Et aujourd'hui, le club ne peut vivre que sur l'apport, le soutien des collectivités locales, peut-être les fonds des entrées de tickets et autres. Malheureusement, à Djoumbé, demandez-vous aussi, ils font des recettes quand ils ont des matchs, puisque à chaque fois ils sont en déplacement. Ils n'ont pas de stade. Ils n'ont pas de stade, il n'y a pas un plan marketing qui est ficelé, qui est bien écrit pour pouvoir permettre à cette équipe d'avoir quelques petits fonds. Il y a le soutien de la fédération et du ministère peut-être qui vient, mais ce soutien-là, il vaut combien de journées? Il vaut combien de francs CFA? Et donc tout ça, c'est assez compliqué, c'est assez alarmant. Maintenant, ce qui m'inquiète, c'est que depuis, ça fait des lustres, hein, personne ne réagit, on n'en parle pas. Du côté de la fêtière du football, on ne réagit pas, on dit rien par rapport à je vais revenir avec vous, Olivier. Donaldo, il parle d'une réaction. De quelle réaction a besoin vraiment ce club de Djoumbé de Mango? Que les autorités de Mango puissent venir en aide à l'équipe, tout simplement. Voilà, ils n'arrivent pas à se déplacer. Je suis en contact avec certains joueurs ça mange difficilement. C'est compliqué. Ils sont dans une situation très, très compliquée. Et fond du gouffre? Ils sont au fond du gouffre. Il n'y a pas que le problème de déplacement. Voilà, ces joueurs ont été libérés carrément. Il y a des mois qui n'ont pas touché de salaire et tout. Le mal est profond. Pour cette équipe de Djoumbé de Mango, on ne voit pas d'avenir pour cette équipe. On a peur. On ne sait pas si lors de la prochaine journée, lors de la phase retour, ils vont se présenter pour jouer leur match. Si la situation ne change pas, si franchement ce problème n'est pas revu, ils vont plus jouer tout simplement parce que voilà, jusque là rien n'a changé pour cette équipe de Djoumbé de Mango malheureusement. Jacques, c'est assez triste parce que ce sont des joueurs qui voient leur carrière un peu perturbée. Et effectivement, on a eu vent de la libération des joueurs qui doivent aller se reposer d'abord. En famille. Et puis, il y a beaucoup d'interrogations par rapport à l'avenir et tout ça. Mais c'est clair qu'au niveau de la fédération, il y a beaucoup de choses qui peuvent venir en tête. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Exemple. Je pense qu'il y a eu la même difficulté par rapport à Gbikenti la saison dernière, qui a finalement... Au moins, c'était en fin de phase retour. C'était un moins difficile, voilà. Je pense. Mais c'était des signes qui devaient déjà permettre à l'organisation de pouvoir anticiper sur des choses. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on soit assez rigoureux. C'est vrai qu'on est dans un championnat amateur, mais quand un club ne peut pas justifier de sa capacité à pouvoir réagir ou disputer ses matchs dans l'ensemble, je pense qu'il ne faudrait pas valider sa participation à un match. On n'est pas dans un championnat où on va faire pitié et puis on dit bon, ok, d'accord, vous venez prendre 2 millions. C'est prévu où? Exactement. C'est difficile de pouvoir... Donc la faute revient réellement au club de Djoumbé. C'est une association, c'est un club. C'est une association qui participe à une compétition et donc qui doit mieux se comporter, mieux s'organiser. C'est une question d'organisation. Aujourd'hui, je suis d'accord que les gens parlent des ressortissants de Mango, de la collectivité qui doit apporter. Parce que ce sont eux qui doivent essayer de tout faire. Déjà, même quand on parle d'infrastructure, on parle d'un stade qui normalement devait être dans de bonnes conditions pour permettre à cette équipe de pouvoir recevoir les matchs. Mais qui a fait que ce stade n'est pas en capacité de recevoir? La population. Est-ce que c'est la fédération? Je ne pense pas.
Mais voilà, je ne pense c'est les bonnes questions. Voilà, justement. S'ils sont en difficulté, c'est à eux de s'en prendre à ceux qui le dirigent, à ceux qui n'ont pas bien géré. Et que pour moi, j'espère que la saison prochaine, on ne va pas assister à ce spectacle parce que ça diminue. Mais avant même la saison prochaine, il y a la phase retour. Et dans un championnat à 14, prendre 3 points plus 3 pour d'autres clubs facilement comme ça, ça met beaucoup plus d'incidence. Il y a une règle qu'on ne doit pas oublier. Justement. 3 matchs d'affilée, vous n'êtes pas là, c'est terminé. C'est terminé. Donc, on attend de voir si le prochain... C'est ce que je disais par rapport à la réaction. Il faut quand même donner qu'on réagisse. Parce que déjà, c'est ce à quoi je voulais en venir. Il faut qu'on leur notifie que lorsque vous allez rater votre 3e match, sachez qu'on va continuer à 13. Vous ne serez plus là. Donc, cela... Mais ça fait partie des règlements qui doivent être appliqués. Et après, c'est vrai qu'on ne va pas faire 2 poids, 2 mesures. Parce que c'est une équipe qui vient de ci, donc il faut faire ça, il faut faire ça. Non. Les clubs sont construits à base de quoi? Déjà, quand vous prenez, je vais donner un exemple qui n'est pas peut-être le meilleur à prendre, mais le FC Barcelone. Ce sont les socios. C'est un bon exemple. Qui ont pris, qui ont permis aujourd'hui à cette équipe-là de pouvoir devenir une équipe de football, grandir. Et après, aujourd'hui, on est entré dans la phase du football business et ça permet au FC Barcelone d'être le club là qu'on voit aujourd'hui. Il y a plein de clubs comme ça qui sont là, qui sont partis de rien et petit à petit qui ont été soutenus, qui sont montés. Aujourd'hui, on les voit, c'est devenu de grands clubs. Donc, je pense que derrière, et je connais le peuple de Doumbé, la population de Doumbé, c'est une population assez chauvine. C'est des gens qui sont vraiment, qui aiment, qui ont un amour propre pour la localité, pour la langue, pour le peuple et autres. On se rappelle ici, lors d'un match à Golesou, où il y a eu un fait de jeu, je ne sais pas si vous vous rappelez. Tout à fait. Mais un seul qu'on a eu à toucher, c'est toute la population, c'est tous les supporters qui sont pris au gars. Donc je pense que jusqu'à présent, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ces personnes-là qui vont se lever pour dire mais ça va comme ça? Après, ça déteint sur le championnat, ça c'est tout ce que nous on ne souhaite pas, mais ça déteint également sur l'image de la ville elle-même et l'image du club. Et après, pour terminer, c'est l'avenir de certains jeunes qu'on est en train de mettre comme ça en péril. Ils n'ont pas eu tort de choisir de faire du football. Et quand on dit qu'on a laissé des joueurs, on les a libérés, certains même sont partis sans avoir eu le déplacement pour se rendre chez eux. Mais comment est-ce que ces jeunes-là peuvent avoir cette motivation pour évoluer? C'est tellement bizarre qu'il faut alors cette 13e journée, bien évidemment, c'est Espoir de Zio qui a pris les 3 points, c'est eux qui devaient jouer face à cette équipe de Doumbé. Il y a également le coach qui, lui, nous donne son avis par rapport à cette situation, si les 3 points à prendre sur tapis vert est assez intéressant. Bon, nous avons constaté l'absence d'équipe adverse. Je pense que l'arbitre a constaté aussi ses forfaits. À la fédération DGG de nous donner les 3 points. C'est tout ce que je peux dire en ce moment. Mais pour moi, ce n'est pas une bonne affaire pour le football togolais. Ça fait bien longtemps, je pense qu'on avait encore 6 ans, 7 ans derrière qu'on voit au football de haut niveau. D'ailleurs, je ne pense pas voir ça, moi, à ma génération. Le football de première division, faire forfait. On peut faire forfait au début de championnat, c'est-à-dire vu le barème des sanctions, vu les règlements de la compétition, il y a des clubs qui se disent non, moi je ne joue pas si c'est comme ça. Mais là, tout le monde a signé, il va jouer. Et aujourd'hui, on constate que Doumbé ne peut pas finir, ne serait-ce que manche aller le championnat, c'est déplorable. Alors, l'interview qui a été réalisée par Alfred Mandisson depuis Cara. Quand vous écoutez vraiment, comment on l'appelle, Bola, dans cette interview-là, on a l'impression qu'il est vraiment dévasté par rapport à ces situations. Oui, il a raison, il a tout dit. C'est déplorable pour le football togolais de voir ce genre de situation. Parce que Théophile Bola et son équipe, ils se sont déplacés de Tchévier jusqu'à Cara pour pouvoir disputer ce match. Et ça fait mal de faire un déplacement inutile, même si on repart avec 3 points plus 3. On fait tout ce déplacement. Voilà, il y a eu des risques pendant ce voyage et tout.
on arrive, on ne joue pas et on repart comme ça. C'est triste pour le football togolais, mais voilà. Ils vont se contenter de ces 3 points. Ils ont 3 points. Ils auraient pu, voilà, ils auraient pu partir avec 0 points. Là, ils ont 3 points, ils sont bien contents. Non, mais Théophile l'avait même annoncé. Vous vous rappelez, après le tapis vert face à Tambo, oui. Il disait il faut tout faire pour qu'il joue ce match. C'est vrai qu'il voudrait vraiment avoir ses points en jouant. C'est sur la pelouse que lui veut gagner. C'est vrai qu'il fallait qu'il se déplace pour pouvoir acter cette défaite sur le tapis vert là. Mais vous voyez, les risques qu'on prend également, c'est. Et je sens un peu de la sincérité dans son discours. Il a été toujours sincère, je pense, c'est un coach qui a été sincère. Alors, Jacques, que doit faire vraiment la direction des compétitions dans cette affaire, dans cette situation-là pour pallier, parce que ça devient assez compliqué? Par rapport à Doumbé ou par rapport à la prochaine saison? Si c'est par rapport à Doumbé, il faut juste leur notifier qu'ils sont absents sur... Ou ils attendent le 3e match pour histoire de voir? Non, il faut juste les avertir pour qu'ils aient déjà l'information. Et c'est vrai que nul n'est censé ignorer la loi, mais de toute façon, il faut leur rappeler cela. Peut-être que cette trêve permettra à Doumbé de pouvoir aller chercher quelques moyens pour revenir jouer. Mais quoi qu'il en soit, ça va être extrêmement difficile. Donc, la direction des compétitions doit juste leur notifier cela et puis observer s'il y aura une réaction ou pas. S'il n'y a pas de réaction, on continue le championnat sans eux. Et donc, ils pourront aller chercher les moyens pour jouer la 2e division. Non, c'est clair. C'est clair. La répétition est l'art de la pédagogie, dit-on. C'est vrai qu'ils ont signé au départ. En connaissant vraiment les clauses. Du contrat, les règlements de la compétition. Maintenant, quand la situation est arrivée, c'est assez compliqué. Je pense qu'ils ont déjà envoyé une note pour notifier à la FTF qu'ils ne pourraient pas jouer le match précédent. Et après, si ça continue comme ça, c'est clair que la direction des compétitions, comme le dit, doit prendre la mesure des choses. C'est pourquoi il fallait depuis le début d'une réaction de la FTF. Je pense qu'il faut leur rappeler cela. Peut-être qu'ils ont oublié certains règlements, peut-être qu'ils ont oublié certaines clauses. Donc il faut peut-être qu'ils ne connaissent pas les impacts. Ils n'ont rien oublié. Pourquoi vous affirmez? Ils n'ont plus de staff. Ils vont envoyer la lettre à qui? C'est une bonne question aussi. Le secrétariat du club va recevoir. Mais derrière aussi, je fais vraiment un appel aux autorités de la localité. De faire un effort, d'accompagner. Vous savez, l'année passée, quand Bikenti avait eu ce problème, on se rappelle quand même de la diaspora a réagi. Et je pense qu'il y a aussi une belle diaspora de Mango qui peut-être nous suit à travers notre chaîne. Et je pense que c'est le moment de pouvoir montrer un peu son amour à sa localité. Et à son peuple, simplement. Et peut-être, pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui, on sait que le vrai problème, c'est le problème de fond. Cedro disait que ces joueurs étaient assez lourds. Ils ont trop mangé. Ils étaient lourds. Ils en ont de trop. Peut-être qu'ils ont trop de fond. Du côté de Doumbé, ils n'arrivent pas à manger. Mais comment est-ce que vous pouvez jouer 90 minutes, intensité maximale, sans manger? Et le coach Uro Bodi du Nisport disait que ces poulains étaient en jeûne. C'est pourquoi ils n'ont pas su négocier des matchs. Moi, je vois que c'est un facteur peut-être à ne pas prendre en compte. C'est vrai. Mais il faut reconnaître que le ventre affamé, il n'a point d'oreille et il ne peut pas aussi les pieds ne peuvent pas suivre la tête. Alors Donaldo, que proposeriez-vous pour cette équipe de Doumbé de faire exactement? De trouver des moyens, tout simplement, parce qu'encore une fois, la fédération ne peut rien faire, tout simplement, ou de lâcher. Il faut trouver des moyens, il faut que les responsables de cette localité puissent réagir, parce qu'encore une fois, ils connaissaient toutes les conditions avant de signer. Et la fédération ne pouvait pas prévoir que le président allait démissionner, etc. Mais est-ce que vous n'avez pas des concepts peut-être à leur donner, histoire de voir comment est-ce qu'ils peuvent faire peut-être pour pallier, peut-être faire des petits trucs entre communautés? On parlait d'un plan marketing. Aujourd'hui, je ne sais pas s'ils en pensent, s'ils y réfléchissent. Le marketing de ce club, je ne sais pas s'ils ont des plateformes pour lesquelles on pourra aller. Mais déjà, quand vous appartenez, avoir une liste de supporters qui contribuent à chaque fin du mois. Parce que quand vous dites que vous êtes supporter d'un club, c'est que vous signez. Il faut tout donner. Il y a des contributions. Il y a des équipes qui font des contributions à chaque fin du mois. Et en retour, vous avez peut-être des gadgets de ce club. Je pense que c'est une piste à explorer. Derrière, pourquoi ne pas faire des prêts? Et peut-être, ça va permettre à l'équipe de pouvoir survivre. Et après, maintenant, essayer de chercher les moyens. Dernière chose. C'est vrai que c'est peut-être c'est l'une des choses auxquelles on pense le mieux, c'est de pouvoir vendre les joueurs. Vendre les joueurs. Mais vendre les joueurs, il faudrait que les joueurs jouent
pour qu'on puisse les vendre. Il y a encore des joueurs, il y a encore de très beaux joueurs dans cette équipe-là. Je pense à Achraf Seydou. Ils ont beaucoup de joueurs de qualité qu'ils peuvent vendre. Et comme Prince l'a dit, voilà, il y a beaucoup d'équipes. Hein. Je pense au FC Espoir de Zioï, avant chaque match, il y a des personnes qui contribuent pour pouvoir soutenir l'équipe. Et je pense qu'à Mango, il doit avoir des personnalités. Il y a des maires, il y a des préfets, il y a des... bref, je pense qu'il faut se souvenir des difficultés de Semassi la saison dernière, où les cadres se sont réveillés, même si... Mais trop tard. C'était trop tard. Et vous avez c'est même le chef canton, qui est devenu le président du se sont réveillés à un moment pour pouvoir injecter de l'argent, essayer de mobiliser, booster le moral des joueurs. Jusqu'à présent, ils ont la capacité, la possibilité, s'ils retrouvent la compétition, de résister par rapport à cette descente, parce qu'ils ont 8 points et il y a encore peu d'écart par rapport à ils ont une bonne équipe. Ils ont une bonne équipe. Très bonne équipe, de saison. Très joueuse. Oui. Parce que devant Barracuda, combien 10. Voilà. Après, il faut voir le CDF. Donc, c'est possible de pouvoir sortir de cette zone de relégation. Donc, franchement, je ne sais pas si nous, on y pense, hein, mais je ne sais pas si de l'autre côté de Mango, on a peut-être cette réflexion où à un moment donné, on se dit, mais c'est déjà acté, on abandonne. Parce que après, quand vous venez au football, il faut avoir l'amour, il faut avoir la passion pour ce football-là. Peut-être d'aucuns voient assez vite, je viens, je suis parachuté comme responsable sans vraiment connaître les méandres. Oui, l'aspect qu'il y a derrière. Et aujourd'hui, moi, ce qui me fait encore le plus mal, c'est la vie ou l'avenir de ces enfants qui peut-être se voyaient en des Ronaldo, en des Messi, en des Djené, Dakonam et autres, mais c'est en train de partir en vrille. Donc il faut qu'on y pense vraiment et qu'on trouve des solutions. Les directeurs de société sont là, dans cette ville, les présidents de clubs. Il y a des mécènes comme Jacques qui peuvent aussi apporter un peu de souffle à ce club. Jacques combattait. Après cette réalité, ça nous montre clairement que le football, il progresse rapidement. Et donc, si effectivement nos dirigeants, nos présidents, ils ne veulent pas être seulement les seuls financiers des clubs, ils doivent se projeter sur des années en essayant de faire progresser des jeunes et les vendre. Quand vous les vendez, vous avez plus de possibilités financières, plus de moyens et donc moins de difficultés à voyager. Merci cher monsieur. Je pense que ça sera tout pour ce numéro. Olivier, merci. C'est fait un plaisir, Gloria. Je vous vois un peu étonné. Oui, parce qu'on n'a pas découvert quelque chose aujourd'hui. Merci, Donaldo. Oui, gratitude infinie pour l'invitation. Ce fut un honneur, comme d'habitude. Jacques Pekemsi. Merci à vous. Merci à tous. C'était pas la bonne formulation. On va en rester là, on ne va pas revenir, parce que ce qui est dernier ne revient pas premier, forcément. Alors, la trêve en cours... chaque club va vraiment vouloir avoir un temps de performance et ajuster vraiment pour revenir avec plus de stratégie. On espère voir beaucoup plus d'entrain en cette phase retour qui viendra. Mais en attendant, on va revenir la semaine prochaine avec une émission bilan de cette phase aller. D'ici là, portez-vous bien et ciao! Un match de 90 minutes, un match d'évasion et de passion. Cette rencontre, à chacune des journées, des résumés, analyses, découvertes avec nos meilleurs consultants et acteurs du foot. Au début de la saison, je le suivais et il avait dit dans une interview que toutes les équipes sont battables. Aucun aspect ni secteur n'est épargné. 90 minutes D1 Lonato, la vitrine par excellence du championnat de foot togolais, tous les lundis à partir de 19h30 sur New World Sport 5 et New World Mix. Vous aimez le basket? Ça tombe bien. L'Euroleague, le gratin européen est sur New World Sport. Ça va partir dans tous les sens avec Mike James, Nadir Rifi, Mba Ndiaye. Chaque semaine, les 6 meilleurs affichés. L'Olympiakos, le Fenerbahçe, tous tentent de rattraper Paris en tête du classement avec un objectif en tête, les playoffs. On récapitule. Vous aimez le basket? L'Euroleague, c'est sur New World Sport. Le sport est au rendez-vous. Un panel riche en spécialistes. Collectivement, j'attendais de voir un peu ce Real Madrid là. Du contenu pour revivre
en détail et en analyse vos compétitions préférées. Jouons les prolongations avec Extra Time tous les dimanches à 21h GMT sur Niort Sport 1. Communiqué de la LONATO. La Direction générale de la Loterie nationale togolaise porte à la connaissance de la population en général et des parieurs en particulier qu'il lui a été donné de constater que certaines personnes se réclamant de son personnel proposent à travers des messages qu'ils diffusent sur les réseaux sociaux de fournir des numéros gagnants pour des tirages de loto. Dans leur mode opératoire, pour tromper la vigilance des parieurs, ces personnes n'hésitent pas à afficher des tickets gagnants falsifiés, des numéros de téléphone et des supposées pièces d'identité des organisateurs. Ces agissements constituent de la pure arnaque. La Loterie nationale togolaise informe les parieurs et la population qu'elle ne propose pas et n'a jamais eu à proposer de numéros gagnants à l'endroit des parieurs. Le choix des numéros sur lesquels prendre les paris reste personnel aux parieurs. La LONATO décline toute responsabilité devant ces faits qui sont de la pure et simple escroquerie. À cet effet, la LONATO invite les parieurs et la population à une plus grande vigilance pour ne pas tomber dans le piège des arnaqueurs. Les recherches sont en cours pour identifier les auteurs de ces actes qui seront soumis à la rigueur de la loi. La Direction générale. Avec la LONATO, passez de bons moments foot avec le championnat D1 LONATO. LONATO, acteur majeur du développement du football togolais.